Monsieur le Président. Merci beaucoup de votre présence et d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous souhaite bienvenue à Bordeaux, bienvenue sur cette scène et une excellente conférence de COP21, 4 ans après. Merci beaucoup. Bien. Bonjour, moi je suis là à la fois parce que j'ai présidé la COP21 au moment où elle s'est conclue positivement en décembre 2015 et je suis aussi là comme président d'une fondation qui est partie prenante des engagements que nous avons à prendre pour le climat. Vous dire quelques mots en introduction pour ensuite répondre aux questions. D'abord, le succès de la COP21 est dû à une conjugaison de facteurs qui était sans doute exceptionnelle. Le fait que la Chine et les États-Unis se soient mis d'accord, que l'Europe ait été motrice et la France y est pour beaucoup, que les pays pétroliers à ce moment-là n'étaient pas dans une situation qui leur permettait d'exprimer des réserves, et le fait sûrement qu'en décembre 2015, la France venait d'être frappée par des attentats terroristes, chacun s'en souvient, et qu'il y avait un contexte où il fallait prendre à la fois des responsabilités, mais aussi exprimer une solidarité. Donc il y a eu ce succès, non pas qu'il était inattendu, mais il était, disons, improbable, dans la mesure où il y avait eu un échec très grave à Copenhague en 2009. Depuis la signature de cet accord par l'ensemble des pays participants, le fait que l'ONU ait consacré ce texte comme un engagement pour la planète et que les pays, même s'ils ne sont pas contraints de respecter entièrement les engagements, sont sous une pression morale. Et depuis cette signature, il y a eu plutôt une déception. Déception liée d'abord au fait que cet accord ne s'appliquera qu'en 2020. Et donc, pendant ce temps-là, les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique se sont poursuivis. Et que nous avons pu enregistrer en 2018 l'une des années les plus chaudes de l'histoire du globe, telles que les statistiques peuvent le confirmer. Deuxième déception, il y a eu l'élection de Donald Trump et sa décision de se retirer de l'accord sur le climat. Et même si elle ne prendra effet qu'en 2020, ce qui d'ailleurs laisse entrevoir qu'au moment de l'élection présidentielle américaine, il peut y avoir sur le sujet du climat une vraie explication démocratique et un vrai choix pour les Américains, il n'empêche que ça a été une annonce qui a conduit un certain nombre de pays déjà réfractaires à se désengager, au moins moralement, de l'accord sur le climat. On voit ce qui se passe au Brésil, y compris sur le terrain de la biodiversité, puisque l'Amazonie est aujourd'hui menacée. On voit ce qui se passe en Australie. Il y a un vote qui vient d'intervenir pour les élections, et c'est le parti climato-sceptique qui l'a emporté. Et on voit les pays pétroliers qui se mettent de nouveau à contester les engagements qui avaient été pris. Il y a eu aussi une déception, puisqu'il y avait une COP 24 qui se réunissait l'hiver dernier en Pologne. Et cette COP 24 n'a fait que reprendre ce qui avait été fait en 2015 lors de la COP 21 et a décidé seulement de sa mise en œuvre. En d'autres termes, il n'y a pas eu de nouveaux engagements qui ont été pris à l'occasion de la COP 24, alors même qu'il y a eu un rapport du GIEC, vous connaissez ce groupe d'experts scientifiques, qui a démontré que si on s'en tenait aux seuls engagements de la COP 21, le réchauffement d'ici la fin du siècle augmenterait de 1 degré de plus, ce qui ferait 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et que ce qu'il faudrait pour éviter à la fois une augmentation du niveau des océans
une fonte des glaciers et des banquises, il faudrait limiter le réchauffement non pas à 2 degrés, mais à 1,5 degré. Et ce rapport très important a montré que pour un demi-degré, ce qui peut paraître faible, les conséquences sont considérables. Donc on espérait que lors de la COP 24, il puisse y avoir des engagements qui soient resserrés, qui soient amplifiés. Tel n'a pas été le cas. S'ajoutent aussi des études sur la biodiversité qui sont extrêmement inquiétantes, puisque pour la préparation d'un G7 sur cette question-là, il a été démontré que 1 million d'espèces, sur les 8 millions qui sont recensés aujourd'hui dans le monde, 1 million d'espèces allaient disparaître dans les prochaines décennies, insectes notamment, mais aussi vertébrés, bref. Qu'il y a donc parallèlement au réchauffement, et le réchauffement étant d'ailleurs une des causes de la dégradation de la biodiversité, qu'il y a donc un double phénomène de réchauffement et d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, et parallèlement une dégradation de notre qualité de vie, notamment l'air, l'eau et la faune et la flore. Alors, l'inquiétude est également accentuée parce qu'à partir de 2025, il n'y a pas eu d'autres perspectives qui ont été ouvertes. Et si je veux ajouter encore à l'appréhension, c'est que les financements qui auraient dû être dégagés suite à la COP 21, 100 milliards des pays du Nord vers les pays du Sud, eh bien, ces 100 milliards de dollars qui devaient être trouvés chaque année, pour l'instant, n'ont pas été agrégés à un niveau suffisant, rassemblés pour que nous puissions assurer aux pays du Sud une transition écologique qui leur permette d'avoir un développement, mais un développement soutenable. Voilà le constat. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, vous vous réunissez, alors même qu'il va y avoir des manifestations partout en Europe et dans le monde, sur la grève que des lycéens ont engagée ou sur des manifestations mondiales. Et c'est ce qui, finalement, nous donne de l'espoir et nous encourage à aller plus loin. Et puisque nous sommes aussi à la veille d'élections européennes, c'est finalement assez rassurant, même si on sait que parfois les actes ne suivent pas les mots, que l'ensemble des formations politiques se soient elles-mêmes, à l'échelle de l'Europe, engagées pour le climat. Il n'en reste pas moins vrai que là aussi, l'Europe, qui, au lendemain de la COP 21, avait pris des engagements pour assurer que les objectifs fixés seraient atteints, l'Europe n'a pas été plus loin, alors même qu'elle aurait dû le faire, n'a pas été plus loin que les seuls engagements de la COP 21. Et qu'il faudra, notamment dans les prochains mois, il ne faudra pas attendre les prochaines années, il faudra que l'Europe puisse introduire un système contraignant pour que les pays qui sont tous signataires de la COP 21 soient sanctionnés s'ils ne respectent pas leurs objectifs. Vous savez que, par exemple, pour le pacte de stabilité budgétaire, lorsqu'un pays ne respecte pas ses objectifs, ou pour la dette publique ou pour le déficit, eh bien, il y a théoriquement des sanctions financières. Eh bien, il faudrait avoir le même mécanisme pour les questions climatiques. Voilà un des enjeux de l'élection de dimanche, mais on voit bien que ça va au-delà de l'élection. L'ensemble des gouvernements doivent être mis sous pression. Je vous ai dit quelles étaient les raisons qui avaient fait le succès de la COP 21. C'est que dans tous les pays, démocratiques ou pas démocratiques, les opinions publiques pèsent énormément. En Chine, les autorités chinoises pourraient considérer que finalement, elles n'ont pas à obéir à une pression quelconque et que seuls les objectifs de croissance économique doivent être tenus. Eh bien, tel n'est pas le cas. Parce que quand les femmes et les hommes dans un pays n'arrivent plus à respirer, n'arrivent plus à vivre correctement, il y a une rébellion. Et c'est ce qui est en train de se produire à l'échelle de la planète.
puisque beaucoup de jeunes pensent que les conséquences du réchauffement climatique, ce n'est pas pour les générations futures, c'est pour leur génération. Et c'est ce qui me convainc d'un certain optimisme, parce que tous les gouvernements, alors a fortiori quand ils sont démocratiques, c'est-à-dire élus, eh bien, ils sont amenés, obligés, contraints de respecter ce que veulent les peuples. Et aujourd'hui, les peuples sont conscients qu'il y a un réchauffement qui les menace directement, et donc vont vouloir que leurs gouvernants prennent non pas simplement leurs responsabilités, non pas prennent conscience, mais prennent des décisions. Merci pour m'avoir permis de vous alerter si c'était encore nécessaire. Merci, Monsieur le Président, je vous remercie. Alors, nous allons avoir le plaisir de vous poser quelques questions et charité bien ordonnée, je vais pouvoir commencer ensuite pour passer la parole évidemment à la salle dans quelques minutes. D'abord peut-être repartir sur la fondation, La France s'engage, et nous donner aussi peut-être un peu la genèse de cette histoire quant à votre engagement dans La France s'engage. Pourquoi vous y êtes engagé vous-même? Oui, au lendemain de mon départ de l'Élysée, j'avais souhaité que puisse se poursuivre un grand chantier que j'avais lancé comme président de la République, qui soutenait toutes les initiatives qui avaient un sens d'intérêt général et qui participaient de l'engagement. Et chaque année, donc, l'État, à cette époque, labellisait, soutenait une quinzaine de projets. Et je voulais que ça puisse se poursuivre. Et donc, aujourd'hui, depuis maintenant plus de 2 ans, cette fondation lance des appels à candidature pour des projets d'une certaine importance. Et sans surprise, parmi tous ces projets, tous sont tournés vers l'engagement climatique. Pas nécessairement dans une première approche, mais chaque fois, il y a l'utilisation des nouvelles technologies, chaque fois, il y a le sens de l'intérêt général et chaque fois, il y a une conséquence plutôt sur le bien-être et donc sur l'environnement. Donc ça représente des fonds qu'on a mobilisés d'entreprises privées, Total, la BNP, la Poste et d'autres, et puis les crédits que j'avais pu dégager comme président. Donc ça nous permet de labelliser, de soutenir, je l'ai dit, une quinzaine de projets dans des domaines très différents, la solidarité, la culture, l'environnement. Et ça donne aussi à ces initiatives non seulement une reconnaissance, une labellisation, mais une possibilité de former une communauté. Et ça, c'est très important, une communauté d'engagement, et où ils puissent s'échanger les expériences qui réussissent. Et enfin, il y a, par ces initiatives, la possibilité d'accompagner ces associations, le plus souvent, ou ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, et de faire qu'elles puissent sauter des étapes et se généraliser sur le territoire. Alors, une de nos ambitions maintenant, c'est de lui donner à cette fondation un caractère international, parce qu'on voit bien que l'idée d'engagement, notamment dans les pays du Sud, doit être absolument défendue, portée et amplifiée. Alors, ça me permet de faire le lien avec le sommet d'aujourd'hui, qui se veut être aussi fédérateur et rassembleur que La France s'engage. D'ailleurs, La France s'engage fait partie des 100 exposants que je crois vous irez visiter dans la foulée de ce lancement. Que vous inspire un tel sommet mondial, organisé, il faut bien le dire, par une équipe de jeunes qui mettent des moyens très importants, qui soulèvent des moyens très importants, et au nom d'une cause que vous partagez également et que vous avez pu défendre? Oui, il y a eu beaucoup de forums qui ont été organisés ces dernières années, parfois à l'initiative des gouvernements, parfois des grandes organisations non gouvernementales, des collectivités locales qui se sont également mis sur la question du climat à la fois par leurs propres actions et aussi par leurs réflexions. Mais là, c'est bien que ce soit une génération qui veuille non pas simplement lancer un appel en disant « attention, il y a un réchauffement qui nous menace tous », non, qui veulent que des décisions soient prises et peser sur toutes les décisions. J'ai évoqué les gouvernements, mais les collectivités locales, mais il y a aussi les entreprises et les particuliers. En matière de climat, on se pose toujours la question, est-ce que mon geste va être utile? Est-ce que c'est
finalement l'addition de tous ces gestes qui va changer l'avenir de la planète. On est en droit de s'interroger. Et quand il y a eu les mouvements contre la fiscalité carbone, c'était aussi l'idée que pourquoi je ferais moi-même un effort alors que je n'ai déjà pas un revenu élevé et que j'affronte des problèmes de pouvoir d'achat si d'autres n'en font pas. Donc l'idée que nous devons tous prendre notre part n'est pas forcément si facile à faire comprendre. Et donc un sommet comme le vôtre permet de mobiliser des entreprises, je crois qu'elles se sont engagées, des fondations, des organisations non gouvernementales, des collectivités, et surtout de faire apparaître une génération exigeante. J'évoquais le fait que vous ayez choisi ce jour de mobilisation mondiale, et je crois que votre forum permet d'ajouter des paroles à d'autres paroles. Alors, avant de passer la parole à la salle, peut-être une autre question sur les solutions de financement de cette transition écologique et sociale qui faisait partie notamment des objectifs de la COP21 que vous avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, quelles sont-elles d'après vous? On avait hier après-midi une table ronde sur cette question du financement durable, dans laquelle, par exemple, on a parlé d'une banque participative et durable. D'après votre regard, comment financer cette transition écologique et sociale qui est l'étape d'après, en quelque sorte, celle des engagements? Alors il y a deux idées. La première idée, c'est ce qui est prévu dans la COP21, c'est de constituer chaque année un fonds qui mobiliserait à peu près 100 milliards de dollars et qui assurerait aux pays du Sud un soutien pour leurs projets, pour leurs initiatives, pour leurs investissements, de manière à leur permettre d'assumer leur développement tout en garantissant la transition écologique. Pour ces 100 milliards, on ajoute à la fois des subventions des États, on y ajoute donc l'aide au développement, on y ajoute les institutions financières internationales, on y ajoute les prêts qui peuvent être mobilisés par les banques, on y ajoute finalement beaucoup d'argent qui viennent de sources différentes. Mais ce qui est le plus regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas à 100 milliards. Alors que c'était ce qui avait justifié la signature des pays du Sud. Et si on n'avait pas promis les 100 milliards, il y a des pays du Sud qui auraient dit « moi je ne m'engage plus parce que c'est un jeu faussé ». Vous, les pays du Nord, vous avez prélevé sur la planète toutes les ressources possibles pour assurer votre croissance. Et nous, qui arrivons maintenant à l'émergence, vous nous interdisez de consommer du gaz, du pétrole, du charbon, des matières premières, parce que vous avez pris de l'avance, vous nous interdisez à nous de vous rattraper. Donc, on n'avait comme solution que de leur offrir la perspective réelle d'avoir 100 milliards par an pour assurer leur développement. Ça, c'est pour le transfert du Nord au Sud. Pour le financement des politiques écologiques, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en ce moment. Beaucoup parlent de la Banque pour le climat au niveau européen. Au niveau européen, il existe déjà, c'est pour ça qu'il faut toujours éviter d'inventer des structures, il existe la Banque européenne d'investissement, ça existe depuis quasiment la création du marché commun. Cette Banque européenne d'investissement, elle est comme une banque publique, c'est-à-dire que ses actionnaires, ce sont les États, et grâce à ses fonds propres, cette banque peut prêter à des taux d'intérêt nuls à des entreprises, à des collectivités locales, à des États quelquefois, peut prêter de l'argent pour assurer le financement d'une politique de développement durable, l'isolation des logements, des infrastructures, les innovations technologiques pour la mobilité, bref. Donc, la meilleure proposition pour l'Europe, c'est d'obliger les États, de les convaincre d'augmenter le capital de cette Banque européenne d'investissement, comme nous l'avions fait il y a quelques années, sous ma proposition, mais de l'augmenter significativement et de faire que l'ensemble des prêts de cette Banque européenne d'investissement soient maintenant destinés, affectés aux politiques de développement durable. C'est ça qu'il faut faire. Alors après, il y a ce que doivent faire les États, et donc doivent prendre des engagements budgétaires pour assurer
une accélération de l'isolation du logement, une accélération des politiques de transport, une accélération des énergies renouvelables. Reste la question aussi de l'énergie. Si l'on veut que l'Europe puisse non seulement respecter ses engagements, ce prix au moment de la COP21, mais aller plus loin, il faut faire disparaître toutes les centrales au charbon à l'horizon 2025 ou 2030. Pour la France, ça sera le cas en 2022, c'est déjà tard, mais pour des pays comme l'Allemagne, la Pologne et d'autres, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile. Mais là, ce n'est plus une affaire d'argent, c'est une affaire de décision politique. Ce qui pollue le plus pour l'utilisation de l'énergie, c'est le charbon. Or, il faut savoir que c'est encore la première ressource pour l'industrie et même pour la fabrication de l'électricité. Donc on voit bien que l'Europe ne va pas pouvoir rester simplement sur une question financière, même si elle compte, mais il y a un moment, il y a des choix qui doivent être faits et qui doivent être faits par les États. Merci, merci pour cette première série de questions. Je me retourne donc vers la salle. Alors on va faire, je dirais comme avant, à la main levée. Il y aura sans doute des frustrés, je suis désolé, on a un temps qui est court, mais je vais essayer de désigner un peu par hasard quelques personnes. Voilà. Monsieur, je vois vous lever la main, voilà, avec un t-shirt vert, évidemment un t-shirt vert aujourd'hui. Oui. Si vous voulez bien vous lever, éventuellement vous présenter, on vous fait passer un micro dès maintenant. Merci. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voulais saluer l'initiative qui a été mise en place. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, qu'on vous entende bien. Merci. Moi, ma question, c'est que pensez-vous du nucléaire à court, moyen terme? Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution envisageable pour lutter contre justement ces centrales à charbon? Quel est votre avis? Merci. Alors, le nucléaire a comme avantage de ne pas produire d'émissions de gaz à effet de serre ni de CO2. Donc, de ce point de vue, par rapport aux engagements que la France a pris pour limiter le réchauffement et donc les émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire rentre dans la panoplie. D'une certaine manière, on ajoute aux renouvelables, donc à l'hydroélectricité, l'éolien et aussi le thermique, on ajoute généralement le nucléaire comme élément qui évite d'utiliser du pétrole et du gaz, donc des énergies fossiles. Mais le nucléaire a un inconvénient que chacun a à l'esprit, c'est qu'il produit des déchets. Et ce sont ces déchets-là qu'il faut absolument recycler. Donc ce que l'on a d'un côté, c'est-à-dire on ne réchauffe pas la planète, on a de l'autre un problème pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? C'est pour ça qu'il y a eu des choix qui ont été faits pour savoir si on les stockait en surface, si on les enterrait, on les enfouissait. Alors avec la question, est-ce qu'on a le droit d'enfouir des déchets nucléaires au plus profond de l'écorce terrestre? Et donc, tant qu'on n'a pas vraiment réglé cette question, il est difficile de justifier la poursuite de la production nucléaire au niveau que l'on pouvait avoir à l'esprit il y a quelques années. Alors, il y a eu une décision que j'ai prise, ou que le Parlement a adoptée, qui était de limiter à 50% la production d'électricité d'origine nucléaire en France. Et ça, de le faire en 2025. Bon, ça a été prolongé en 2035. Ça n'aura pas donc de conséquences, au contraire, même pour le réchauffement, mais on n'aura pas réglé la question des déchets nucléaires. Une autre question. Je vais essayer d'alterner un homme, une femme, si vous êtes d'accord. Madame, on va vous transmettre un micro. Voilà, il arrive. Merci. Oui, bonjour. Que pensez-vous de la politique de transition écologique ou écologique en France actuellement, puisqu'on a parlé un peu du monde, de l'Europe, de la France, ou un constat, même plus largement, de la transition écologique des énergies renouvelables? S'il vous plaît. Comme je le disais, la politique, elle doit être définie par l'État et posée par la loi. C'est pour ça qu'il y a eu une législation qui a été portée par Ségolène Royal, une loi sur la transition énergétique et écologique. Mais après, ça doit se traduire au niveau de tous les acteurs.
bien sûr l'État, mais aussi les collectivités locales, les entreprises et les particuliers. Alors pour la transition énergétique et écologique, quels étaient les éléments principaux? Quels sont les éléments principaux? Premièrement, il faut que l'on puisse introduire le prix du carbone. Le prix du carbone, c'est ce qui va indiquer finalement à l'ensemble des utilisateurs ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est pas pour le réchauffement. C'est ce qui avait justifié une fiscalité sur le carbone, puisque on veut un prix du carbone, au-delà du prix de l'énergie, on va y ajouter une taxe qui va indiquer au consommateur, quel qu'il soit, le coût qu'il inflige à la collectivité ou à la planète. On voit bien que c'est une fiscalité qui peut se révéler utile mais injuste, puisque c'est une fiscalité sur la consommation, et c'est ce qui s'est produit lors des mouvements que vous avez à l'esprit, c'est qu'une partie de la population qui utilise sa voiture n'accepte pas de porter à elle seule la charge de la transition. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que la charge de la transition soit à la fois répartie équitablement et compensée pour un certain nombre de ménages. Et c'est ce qui expliquait la création d'un chèque énergie, c'est-à-dire de donner aux consommateurs, à tous les consommateurs, un chèque pour compenser le coût ou le surcoût de sa consommation. Deuxième idée de la transition, c'était de faire monter les énergies renouvelables. En France, peut-être aussi parce qu'il y a le poids du nucléaire, en France, on a tardé à faire monter les énergies renouvelables. Un pays comme l'Allemagne a été beaucoup plus loin, beaucoup plus vite sur les énergies renouvelables. Donc la deuxième décision, c'est de faire passer les énergies renouvelables à peu près à 40% de la production d'énergie. Mais le coût des énergies renouvelables est quelquefois plus élevé que le coût d'un kilowattheure d'origine nucléaire. Donc, il faut là aussi, d'une certaine façon, permettre aux énergies renouvelables d'être rentables, et on a créé une contribution pour que les énergies renouvelables soient incitées et soient stimulées. Troisième décision, et celle-là est sans doute la plus importante, c'est l'isolation des logements. Il faut savoir que c'est le chauffage qui est aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. C'est ce qui a aujourd'hui la plus grande consommation d'énergie. Donc tout ce qui isole les logements, c'est un programme qui va à la fois nous permettre de respecter nos engagements et d'alléger le pouvoir d'achat des personnes. Donc s'il y a une mesure qu'il faudrait amplifier, c'est l'isolation des logements collectifs et même des logements de particuliers. Donc là, ça suppose des crédits budgétaires qui, pour l'instant, n'ont pas été dégagés à un niveau suffisant. Enfin, il y a la question de la mobilité, du transport. Si on veut que la voiture n'embarrasse pas les villes, si on veut que la voiture ne pollue pas comme elle a pollué ces dernières années, si l'on veut qu'on puisse aller le plus loin possible vers l'électrique ou la voiture autonome, il faut faire un effort d'investissement et aussi d'aide aux particuliers. Parce qu'on ne peut pas dire à un particulier, vous allez acheter une voiture électrique alors qu'on sait très bien qu'elle coûte plus cher. Alors, pour résumer mon point de vue, penser qu'il peut y avoir une transition énergétique et écologique à coût nul est une illusion. Si on pense qu'il y a un risque majeur pour la planète, il faut dégager des ressources. Dégager des ressources, ça suppose de faire des choix budgétaires, des choix fiscaux, et de le faire avec l'esprit de justice, d'équité et d'efficacité. Merci. Alors, monsieur juste à côté, on basculera un peu après. Allez-y. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. J'ai une question. Alors voilà, je reviens de Paris d'un colloque qui s'appelle l'Université intégrale avec plusieurs scientifiques du MIT et du Club de Rome. Ils m'ont justement parlé d'un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui parle des différentes courbes de croissance, de décroissance et aussi d'effondrement. Et en regardant le taux de pollution de la France, en fait, la France pollue à 1%, c'est un pays qui produit 1% des émissions à effet de serre à travers le monde.
Est-ce qu'au final, en corroborant ces deux informations-là, les autres pays ne nous mènent pas tout droit vers une fin du monde? Et quelle est la véritable stratégie de la France pour pouvoir influencer les autres pays? Puisque si les autres pays coulent, nous coulons tous ensemble. Donc, voilà. Alors, vous avez fait référence à un rapport, le rapport Meadows, qui remonte à très loin. Tout ça pour vous dire que on ne découvre pas la question de l'écologie ou de la dégradation des ressources naturelles ou de la prédation de l'humain sur la planète. Ces éléments-là avaient déjà, au milieu des années 70, été dégagés par des experts scientifiques. Mais on ne les écoutait pas. Ou plus exactement, on les écoutait à ce moment-là, dans le milieu des années 70, mais intervient le choc pétrolier, ou les deux chocs pétroliers, qui vont affaiblir, parfois écraser les taux de croissance. Donc l'idée d'une croissance sobre, d'une croissance durable, d'une croissance économe de l'énergie qui prévalait dans les esprits déjà au milieu des années 70 est mise, j'allais dire, en lambeaux par l'effondrement des taux de croissance et la crise pétrolière. Doublement, quadruplement, puis montée des prix du pétrole. Tout le monde se dit, puisque les prix du pétrole sont élevés, ça va induire non seulement une faible croissance, mais des comportements d'économie d'énergie, ce qui s'est d'ailleurs produit, mais pas à un niveau suffisant. Donc c'est très important que vous l'ayez souligné, parce que les thèses sur la décroissance, vous avez entendu parler de ça encore récemment, elles ne datent pas d'aujourd'hui, c'est des thèses qui avaient déjà été formulées en disant, est-ce que le monde peut vivre avec des taux de croissance aussi élevés, et est-ce que le monde ne devrait pas réfléchir au contenu du progrès? Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Non seulement dans les pays développés, il y a eu la poursuite d'un mode de croissance fondé sur l'énergie, mais en plus les pays émergents, la Chine, l'Inde, d'autres, Brésil, qui ont considérablement augmenté leur production, notamment la Chine, l'ont fait sur le modèle des pays industrialisés. Et donc sur un modèle très consommateur d'énergie, très polluant, et utilisant la voiture, comme toujours, comme mode d'accès au progrès ou à ce qu'on pouvait appeler la liberté. Alors après, vous posez une deuxième question, c'est comment fait-on, nous, la France, qui bien sûr polluons au niveau de notre production et peut-être un peu moins que les autres, pour convaincre les pays, notamment émergents, de maîtriser leur développement et de réfléchir à une croissance qui ne serait plus ce qu'elle a été, sans pour autant créer du chômage, parce que c'est aussi la question. Donc nous devons réfléchir à un autre modèle de développement, c'est-à-dire non pas de réduire notre façon de vivre, mais de l'orienter, de l'organiser différemment, ce qui suscitera d'ailleurs des nouvelles activités. Puisque je parlais de ma fondation tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des nouveaux services que l'on peut offrir. On voit bien qu'il y a des nouveaux emplois qui peuvent être créés, des emplois liés à l'environnement, des emplois d'accompagnement des personnes qui sont les plus en difficulté. Donc, comment pouvoir assurer à la fois le bien-être, le plein emploi, en tout cas la pleine activité, et nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et comment convaincre les autres pays? Alors en Europe, on voit bien que c'est déjà difficile, et à mon avis, on ne peut le faire qu'avec des mesures incitatrices, voire même des sanctions financières. La Chine qui parfois ne se comporte pas de manière tout à fait compatible avec ses déclarations lorsqu'il y a des pêches illégales ou lorsqu'il y a un certain nombre de centrales au charbon que la Chine construit en Afrique notamment. Mais la Chine est tout à fait consciente aujourd'hui qu'elle ne peut plus rester sur le même mode de croissance. Le problème, c'est les autres pays émergents. Et c'est pour ça que j'évoquais la question de l'aide aux pays du Sud et aussi de la maîtrise de la démographie, qui est une question politique très sensible. Comment faire pour que la population du globe ne progresse pas trop vite, alors même que finalement, il y a cette idée qu'il n'y a de richesse que d'hommes.
Donc comment faire pour, sans atteindre des principes de souveraineté, convaincre que nous devons aussi assurer une certaine maîtrise de notre croissance démographique, parce que toute population supplémentaire, forcément, consomme davantage. Donc voilà pourquoi il ne peut y avoir de décision que planétaire. Voilà pourquoi il faut soutenir financièrement les pays qui sont les plus fragiles et sanctionner ceux qui se comportent mal. Alors, une dernière question, s'il vous plaît, dans la salle, pour plutôt une dame, puisqu'on avait évoqué la parité, j'en suis désolé, mais pour tenir cette règle. Madame, mademoiselle, merci. Une dernière question de la salle, une dernière pour moi, Monsieur le Président, pour tenir le rythme effréné de cette journée, d'ailleurs. Mademoiselle. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Comment, justement, face à ce constat que les choses ont très peu évolué depuis 72, depuis même 60, à partir du moment où on a commencé à se rendre compte que l'activité humaine avait un impact sur l'environnement, comment ne pas tomber, justement, dans des comportements désabusés, parce qu'on voit bien que les choses évoluent peu. Vous parliez de la nécessité de la contrainte, alors financière, de sanctions. On apprend ce matin que le pacte de l'environnement qui a été négocié depuis 2 ans à peu près par un groupe de juristes et emmené notamment par Laurent Fabius ne verra certainement pas le jour parce que l'ONU a décidé plutôt d'adopter une déclaration politique, une énième déclaration politique. Comment on fait, nous, individus, justement, pour réussir à continuer de se sentir concernés ou en tout cas en capacité de faire des choses quand au niveau international et au niveau européen, vous le disiez très justement tout à l'heure, les choses n'avancent pas et au contraire reculent. Il n'y a pas un jour où on ne voit pas les choses reculer au niveau international et vous le disiez très justement avec Trump tout à l'heure ou avec Bolsonaro. On a l'impression à un moment de rester un peu au pied du mur et de se dire qu'il n'y a pas de solution. Alors je vais corriger un peu le constat, peut-être que moi-même j'ai contribué à noircir. Il y a eu des progrès depuis les années 75. On n'est plus dans les mêmes formes de consommation d'énergie. Les entreprises industrielles ont considérablement changé leur mode de production. En matière automobile, on a quand même réduit considérablement la consommation des véhicules. On a fait un pas sérieux dans l'innovation technologique pour les réseaux, pour également l'automatisation et l'intelligence artificielle qui va sûrement conduire à des baisses de consommation d'énergie. Et on est maintenant sur des objectifs de neutralité carbone, même si tout ça est quelquefois un peu virtuel, à l'horizon 2050. Donc je crois qu'il y a eu des progrès, mais ils ne sont pas suffisants par rapport à la gravité de l'enjeu. Je pense que dans les années 70, quand on évoquait la décroissance, on évoquait la nécessité d'être sobre en matière énergétique, bon, on ne mesurait pas quels étaient les effets sur le réchauffement. Le climato-scepticisme, il est apparu à mesure que les experts scientifiques faisaient valoir que c'était bien une responsabilité humaine dans le réchauffement. Et on pensait être débarrassé des climato-sceptiques justement lors de la COP21, puis on allait vu réapparaître, et notamment Donald Trump. Pourquoi Donald Trump? Pas parce qu'il serait un grand scientifique qui aurait démontré le contraire, ça se saurait, mais parce qu'il est en fait poussé par les industries pétrolières et gazières de son propre pays, parce que tout ça, il y a quand même des intérêts économiques. Donc on est devant une bataille où est-ce que c'est l'intérêt général qui doit l'emporter, ou est-ce que chaque pays défendra son intérêt, les uns le charbon, les autres l'industrie pétrolière, les troisièmes le nucléaire, etc. Donc il faut absolument que l'on puisse avoir des objectifs communs. C'était ça le sens de la COP21. De ce point de vue, c'est une rupture, parce que tout le monde s'est mis, c'est le cas de le dire, dans la perspective de lutter contre le réchauffement. Mais, et c'est là qu'il faut être grave, c'est que ce que l'on croyait être le réchauffement il y a encore quelques années, eh ce n'est déjà plus vrai. Parce que c'est plus grave que ce que l'on avait identifié. À partir de là, il faut prendre des mesures beaucoup plus considérables que celles même qu'on avait à un moment, moi-même, pensé nécessaire et utile en 2015 ou 2016. Alors, est-ce qu'il faut être totalement pessimiste et penser, il y a une thèse, que le monde va s'effondrer? Il y a des gens qui vous disent, ben non, mais vous savez, à la fin du siècle,
Alors, pour certains d'entre vous, c'est encore un horizon vital. Pour moi, c'est déjà plus discutable. Mais il y a des gens qui vous disent à la fin du siècle, le monde se sera peut-être effondré, il faut prendre vos dispositions. Bon. Il y a heureusement des choix politiques qui doivent être faits. Et puis, il y a aussi ce que la science et la technologie peuvent apporter. Mais c'est vrai qu'il faut faire une pression considérable sur les gouvernants. Parce que chacun a sa responsabilité. Et la génération, et la vôtre, doit aussi maintenant agir sur le plan démocratique, car ce sont des décisions qui vont vous concerner directement. Sur la thèse « le monde va s'effondrer », non, moi je ne crois pas du tout que ça va se passer comme ça. Mais c'est un lent déclin. Je parlais tout à l'heure de la disparition des espèces. On vivra, mais on vivra dans des conditions qui seront de plus en plus dégradées. On vivra, mais dans des conditions qui seront de moins en moins sûres sur le plan sanitaire. On vivra pas forcément aussi longtemps qu'aujourd'hui. On vivra peut-être avec des conflits, avec des réfugiés qui viendront en nombre. Voilà, c'est à cela qu'il faut répondre. Et si on pense qu'il y a donc un coût possible des conflits, de la dégradation de notre environnement, ça coûte moins cher d'investir pour l'environnement et pour le climat que de vivre avec des conflits majeurs dans le monde. Monsieur le Président, je me permets une dernière question en guise de conclusion de votre propos. On en a parlé un peu ensemble tout à l'heure. Comment convaincre les non-convaincus, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, voire même ceux qui sont très loin? Je dirais même plus que les climato-sceptiques, ceux qui finalement, au niveau des citoyens, n'en ont pas grand-chose à faire, pour le dire simplement. Je m'adresse à vous en tant qu'ancien président de tous les Français. Comment convaincre les non-convaincus qui peut-être s'alertent moins que certains, pour beaucoup de raisons d'ailleurs? Vous savez, je pense que maintenant chacun est à peu près convaincu. Il ne sait pas très bien de quoi, mais il est quand même convaincu qu'il y a une dégradation. De ce point de vue-là, les bulletins météo, tous les jours, jouent leur rôle. On voit qu'il y a de plus en plus de chaleur à des moments où elle ne devrait pas apparaître. On voit de plus en plus de catastrophes climatiques se répéter, de tempêtes, d'incendies, de cyclones. Donc chacun est à peu près convaincu. Mais chacun pense se débrouiller tout seul ou se protéger en disant oui, mais les catastrophes, c'est pour un certain nombre de pays, c'est pas pour nous. Ce qui est d'ailleurs absurde parce qu'on en a eu des raz-de-marée, des inondations. Chacun pense que c'est l'autre qui va faire le travail, ce qui est faux puisque s'il n'y a pas une action collective qui ajoute les comportements individuels, on n'y arrivera pas. Mais ce qui peut être aujourd'hui être un facteur de garantie, c'est de ne pas accuser ceux qui sont les plus rétifs au changement climatique. Qui sont les gens qui sont les plus rétifs? C'est souvent les plus fragiles. Ceux qui disent, moi, ça va déjà pas bien sur le plan économique, pas forcément bien sur le plan social, si en plus, vous m'en rajoutez. Je vais prendre peut-être quelques exemples. Les travailleurs qui vivent des métiers de la route, ils peuvent s'interroger en se disant, ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose pour la planète, mais ils se disent, si c'est pour perdre mon emploi, je me retire du jeu. Ceux qui travaillent dans les centrales au charbon, à qui on dit, mais non, c'est fini votre travail. Ceux qui sont dans l'industrie polluante, à qui on dit, mais non, c'est terminé. Ceux qui fabriquent le glyphosate, à qui on dit, mais non, ça va être interdit. Eux, ils disent quoi? Ils disent, mais quel est mon emploi pour demain? Donc, une politique écologique, une politique pour la planète, une politique pour l'environnement, si on veut qu'il y ait une conscience qui puisse se traduire, il faut en même temps, si je puis dire, apporter un certain nombre de garanties. Vous allez avoir un emploi qui ne sera plus forcément dans la même industrie. Vous allez perdre sans doute une industrie qui aujourd'hui est condamnée, mais vous allez rentrer dans une nouvelle industrie, celle de l'environnement, et donc former, accompagner, qualifier pour que les mutations, les transitions se fassent sans gâchis humain. Sinon, les gens se révolteront peut-être parce que la planète se réchauffe,
mais ils se révolteront aussi parce que leur vie peut être menacée par des politiques qui n'auront pas été conçues pour eux. Donc c'est cette conjugaison qu'il faut absolument assurer si on veut parvenir à l'objectif, c'est-à-dire de vivre. Je vous propose un dernier mot de conclusion avant de vous inviter à visiter justement ce nombreux stand d'exposants, voilà, pour que nous souhaiter aujourd'hui et demain, je dirais, pour cette question de la transition écologique. Merci. Moi, je suis quand même confiant parce que j'ai fait une tournée dans les lycées ces derniers mois pour leur parler d'Europe aux lycéens. La première question, quel que soit le lycée, quel que soit le quartier, quel que soit l'espace de vie dans lequel le lycée était installé, la première question, c'est qu'est-ce que peut faire l'Europe en matière de climat? Et la seconde question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que vous devez faire en matière de climat? Je pense que cette conviction-là n'est plus simplement une peur, c'est une exigence. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Parce que ça veut dire que toute la génération qui arrive est maintenant pleinement consciente de l'enjeu climatique. Et deuxièmement, ce qui me rend aussi confiant, c'est que les innovations technologiques et sociales peuvent nous permettre d'arriver beaucoup plus vite à l'objectif. On a cette capacité à conjuguer le numérique avec l'environnement, avec l'écologie. On peut mettre l'intelligence artificielle au service d'une organisation de la société beaucoup plus sobre et économe. Donc, de ce point de vue, tout n'est pas perdu. Quand on a à la fois l'intelligence, la technologie et la mobilisation des jeunes, je pense que nous pouvons gagner. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. À bientôt.